Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est le grand retour de Ben Boulanger sur le podcast. Ben, vous l'avez adoré, je m'en suis fait parler énormément. Ça a été un des podcasts qui a le mieux performé de l'histoire du Upika Podcast. Ben qui étudie en nutrition sportive, qui est lui-même un athlète de CrossFit, mais qui est au doctorat en nutrition sportive, qui s'intéresse particulièrement au comportement alimentaire chez les athlètes. On a fait un Q&A, questions-réponses, sur la nutrition pour les sports d'endurance. Fait que je vous ai posé sur Instagram des questions. Je vous ai demandé de me poser des questions. J'ai récolté ces questions-là, puis on développe sur littéralement, ou presque littéralement, chacune d'elles. Et ça l'a donné ce podcast-ci qui, après 1 heure, on s'est rendu compte qu'on avait répondu à peine le tiers des questions. Donc, on a décidé de faire 2 parties. Donc là, c'est la première fois qu'on fait ça au Upika Podcast. Cette semaine, on va sortir la partie 1. La semaine prochaine, la partie 2. Et les 2 parties sont autant intéressantes les unes que les autres. Dans la partie 1, on traite de glucides, évidemment. On traite de suppléments. On traite de plein de trucs, en fait. On a tellement abordé en profondeur certains sujets que je me rappelle même plus tous ces sujets-là. Donc, je vais vous laisser découvrir la conversation avec Ben. Ben qui est un vulgarisateur extraordinaire. Et je trouve que c'est vraiment une bonne voie pour le message qu'il a à passer, c'est-à-dire un message de nourrir ses performances, d'alimenter ses performances. Il sort de la vieille école de restriction calorifique et d'essayer de perdre du poids et de toutes ces choses-là. On sort de ça complètement avec Ben. Ben, il y a un message de si tu carbures bien, si tu nourris ou si tu alimentes tes performances, bien, ça crée un cercle, l'inverse du cercle vicieux, un cercle radieux qui vient améliorer ta performance, améliorer ta santé, et ainsi de suite, améliorer tes habitudes alimentaires. Bref, un super podcast. C'était vraiment, vraiment passionnant. C'était encore dans le garage grind, donc le garage chez les parents de Ben, où est-ce qu'ils s'entraînent parfois. Vous allez peut-être reconnaître le décor si vous écoutez sur YouTube. Le podcast est présenté par Upika et on vient de sortir la semaine passée, si vous écoutez ça au moment de sa sortie, le Upika Carb Boost. Si vous faites des sports d'endurance et que vous avez peur des glucides, c'est que vous n'avez rien compris de l'importance des glucides dans votre performance. Les glucides, c'est l'énergie que le corps utilise. Aussitôt que tu dépasses la zone 2, aussitôt que tu dépasses le seuil aérobique, tu brûles beaucoup plus de glucides que de lipides pour ton énergie. Fait que tous les efforts qui sont soutenus nécessitent d'être alimentés. On en parle dans le podcast avec Ben, vous allez voir, c'est important, c'est extrêmement important même. Pour les efforts de 60 minutes à 120 minutes, on a besoin d'entre 30 et 60 grammes de glucides. Et pour les efforts qui dépassent 2 heures, donc beaucoup d'entre vous qui nous écoutent, vous faites des efforts qui dépassent 2 heures, eh bien, en ce moment, la science nous dit qu'on peut se rendre jusqu'à 120 grammes de glucides pour alimenter nos efforts. Le Carb Boost, c'est quoi? C'est une formule de glucides unique. Donc là-dedans, on a juste des glucides. On a 18 grammes de dextrine cyclique, qui est un glucide à vidange gastrique rapide. Vous le connaissez, c'est le même que dans le Upika Endurance. Et on a 9 grammes de fructose pour respecter le ratio 2:1 glucose-fructose, qu'on a déjà parlé aussi dans d'autres podcasts, un ratio qui est important pour maximiser l'ingestion des glucides. Tout ça sans saveur, sans odeur. Donc, l'idée, c'est de prendre dans 500 à 650 ml d'eau, de mettre un scoop de Endurance ou de Endurance Plus pour la saveur, les électrolytes et la taurine, mais ajouter à ça 1 à 3 scoops de Carb Boost pour aller chercher ses objectifs de nutrition. Donc moi, ces jours-ci, quand je fais des long rides sur le bike, je mets 1 scoop de Endurance, je mets 2 scoops de Carb Boost. Donc chaque bouteille a 79 grammes de carbs, puis j'accompagne ça avec une barre sur le côté ou un gel pour aller chercher autour de 100 grammes à l'heure, et ça fait toute la différence du monde.
réellement. Ça fait toute la différence du monde. Donc, je vous encourage à essayer ça et à alimenter vos performances. Et si vous voulez essayer les produits Upika, allez au upika.ca et utilisez le code promo UPIKA Podcast pour 10% de rabais. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la partie 1 de ce podcast avec Ben Boulanger. As-tu l'air trop couché? Non, mais écoute, c'est le garage grind, là. C'est le garage grind, on est back. C'est parti, man. De retour dans le garage grind, mais là, en hiver, cette fois-là, fait que la porte est pas ouverte. La porte est ouverte. Un peu plus frais aussi dans le garage, là. Quand même, là, c'est là que tu réalises là, pourquoi on a réduit un peu la quantité d'entraînement qu'on faisait ici quand c'était l'hiver. Là. Ouais. Par contre, moi, je me verrais bien amener mon traîneur de vélo ici dans une température pas trop frette, là. Ah, t'es bien, puis en plus... t'as l'ambiance Rocky un peu qui te craint. Exact, encore. T'es pas dans un appart où tu te sens comme trop weird de faire. Ouais, mon appart, il est petit quand même pour faire ça. Puis ma soeur, l'autre jour, est venue chez nous en fin de semaine. Puis je faisais du vélo quand elle est rentrée. Fait que j'ai laissé la porte débarrée. J'ai dit, rentre quand tu veux. Elle rentre, elle fait, ouais, ça sent l'humidité ici. Hein? Je fais pas. Ouais, c'est vrai. Le gars, il est dans panne dans un 3,5. Ouais, ben oui, des fois, man, il a fallu que je m'achète un tapis plus une serviette pour mettre en dessous de mon vélo, sinon ça le cochonne bien trop. Là. Ah ouais, c'est clair. Je peux comprendre. T'as pas le vent d'en face. Merci, man, de faire ça. C'est toi-même qui as proposé l'idée. T'as-tu reçu des messages suivant notre premier podcast? Oui, vraiment beaucoup. Là. Je pense que la réception était bonne. C'était le fun. Ben, après ça, on est allé au Sans Fil parler nutrition. Puis je pense que c'est les 2 podcasts qu'on me parle beaucoup récemment. Puis c'était trippant. Puis tu sais, le fait justement d'être dans une discussion plus... relax ensemble, où on a le temps un peu d'élaborer. Tu sais, j'ai le temps de faire le tour de pourquoi je t'amène à penser comme ça. Là. Ben, c'était plus le fun que justement juste comme un post ou une petite truc capsule quick. C'est dur d'aller chercher beaucoup de nuances. Là, c'est super le fun. Fait que les gens ils ont aimé cette nuance-là. Puis ils ont aimé, je pense, aussi les nouvelles idées en nutrition que j'étais capable de développer. Tu sais, une nouvelle idée que tu drops de même, les gens vont pas nécessairement la prendre ou la rejeter directement, mais quand tu es capable d'accompagner la personne dans le thinking de pourquoi tu t'es rendu là, mettons, ben c'est là que ça devient le fun. Fait que, exact. C'est l'avantage des podcasts. Puis c'est drôle parce que j'écoutais un extrait de podcast de Arnaud Soli, qui est allé au podcast Trip de bouffe, qui est animé par Bob le Chef puis Victoria Charlton. Puis l'extrait, c'est drôle, c'est un oxymore, je pense que ça s'appelle, ce mot-là. Mais en tout cas, c'est super ironique parce que pendant l'extrait, il parle que les podcasts, c'était le média parfait pour allonger les conversations puis amener des nuances, mais que la façon de promouvoir les podcasts, c'est de faire des extraits rapides. Fait que là, le clip, c'est genre lui qui dit que c'est contre les podcasts de faire des extraits rapides dans un extrait rapide pour promouvoir un podcast qui étale son idée. Mais c'est ça pour vrai. Les podcasts, ça permet de le faire. Puis je pense que c'est un peu c'est l'intérêt des gens, dans le fond. Fait que bref, on a fait un Q&A. Yes. Je voulais qu'on fasse une question-réponse. Puis c'est vraiment une bonne idée parce que je suis sûr que j'étais certain qu'il allait y avoir plusieurs questions, plusieurs trucs qui sont flous que pour des personnes, mettons, évidemment comme toi, parce que c'est ta formation, mais même des gens comme moi qui s'intéressent depuis longtemps au sport. Je veux dire, ça fait depuis que j'ai 5 ans que je fais du sport de haut niveau. Il y a certaines affaires qui peuvent m'apparaître, moi, comme of course, une évidence, mais qu'ils ne sont pas pour n'importe qui écoute le podcast et qui s'intéresse à ça. Puis des fois, dans le Upika Podcast, parce qu'on veut aller geek, on passe par-dessus peut-être certaines étapes de réflexion qu'on prend pour acquis, mais que c'est pas le cas de tout le monde. T'sais. Une éducation, en tout cas en nutrition, qui est peut-être pris pour acquis que tout le monde a de base, mais moi, en tout cas, je me rends compte beaucoup en clinique privée que, ben non, vraiment pas. Là. Puis, c'est même ce que je racontais hier à quelqu'un, justement, que c'était quelqu'un qui commençait, qui finissait son bac, qui voulait starter en privé tout seul, puis t'es comme, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai à leur apporter, moi, mettons, à l'athlète qui va venir me voir, OK? Puis là, j'ai donné l'exemple un des quelques gars de la NHL que je suis, puis là, tu te dis, ben j'ai rien à y apprendre, là, il gagne des centaines de milliers, voire peut-être même 1 million pour faire son sport, puis tu te rends compte que lui, là,
ce qui avait besoin de notre rencontre, de retirer de notre rencontre, c'est la base. La base de la base. Ouais. Puis c'était probablement celui qui la faisait le moins de tous les athlètes amateurs que j'ai eus, tu comprends? Du monde qui court 3-4 fois semaine, qui ont une rencontre en nutrition, qui sont full investis. Souvent, eux autres sont beaucoup plus loin que finalement cet athlète-là qui gagne sa vie à faire du sport. Puis que là, moi, j'étais en train pas d'y parler du timing de sa bêta-alanine puis de son loading. Non, là, c'est clueless complètement. Là. On est comme, OK, tu manges quasiment pas de légumes, tu t'en cuisines pas, OK? Puis est-ce que tu sais cuisiner tes sources de protéines, t'es capable de les identifier? OK, pas beaucoup, tu sais, puis là, c'est comme, OK. Vraiment la base, là. Fait que c'est ça que je disais à cette minute-là, justement, je suis comme, hey, lance-toi, là, il y a des gens qui ont réellement besoin d'aide, qui ont aucune base, aucune éducation en nutrition, puis c'est normal, là, ça fait partie aussi des disparités d'éducation en général. Si moi, ça n'avait pas été de mon parcours d'athlète puis du fait que j'ai été amené à rencontrer des nutritionnistes par mon parcours d'athlète, j'en aurais jamais rencontré de ma vie. À l'école, il n'y en a pas. Jusqu'au cégep, il n'y en a pas si tu fais pas sciences nat. Il n'y a pas de nutrition jusqu'à jamais. Là, tu es sur le marché du travail, tu l'as jamais fait. Puis on le fait 3 fois par jour. On le fait 3 fois par jour, exact. Fait que là, comment je voulais qu'on fonctionne, en fait, c'est qu'on va répondre à toutes les questions. Yes. Ou du moins dans la limite de ce qu'on est capable de faire dans le temps, parce que je trouve qu'il n'y a pas de sous-questions. Puis il y en a qui vont nous prendre évidemment plus de temps à élaborer que d'autres. Mais je pense que si on prend question par question, puis évidemment en effaçant les répétitions, là, je pense qu'on va faire un bon tour, puis on verra après ça. Les gens pourront nous dire dans les commentaires comment ils ont trouvé le format, puis c'est quelque chose qu'on peut refaire. Là. Good. Donc, première question commence bien. Conseil pour la première fois où tu t'entraînes et où tu prends un supplément. Donc, cette personne-là parle d'un test avant un triathlon. Donc, par exemple, elle a un triathlon. Comment est-ce qu'on fait pour commencer à entraîner sa nutrition pour un effort d'endurance comme le triathlon? Ça dépend d'où tu pars. Si tu pars de zéro en termes de, justement, apport en glucides intra-entraînement, ben c'est ça qu'il faut pratiquer. Il faut pratiquer à avoir une meilleure capacité d'absorption, puis une meilleure tolérance aussi à des grandes charges de glucides. Puis comme le corps doit s'auto-réguler avec l'eau que tu as dans ton corps, fait que c'est cette première pratique-là qu'il faut que tu fasses. Fait que moi, je commence toujours par un genre de 25 grammes de glucides dans 1 heure. C'est une première étape qui rend ça assez facile. Un scoop de pica pour ceux qui nous écoutent. C'est ça, j'allais dire, une poudre glucidique, idéalement. C'est plus facile qu'un gel, puis surtout, tu as souvent une meilleure balance en eau qui vient avec ça, plus facile à intégrer. Fait que je commencerai par ça, puis après ça, tranquillement, pas vite, j'essaierai d'augmenter cette quantité-là. Fait que par exemple, 1 scoop et demi, 2 scoops, ou tu sais, justement, avec le produit que tu as sorti, là, pour venir loader un petit peu plus nos charges en glucides. Puis, tranquillement, quand tu t'approches, par exemple, du 50 grammes, où là, ça va devenir peut-être même pas agréable d'en avoir autant dans une gourde ou dans une consommation régulière, ben là, de commencer à essayer les gels. Fait que, tu sais, première fois 25 grammes, deuxième fois 35, troisième fois 50, puis là, tranquillement, essayer un gel, voir comment il passe. Puis aussi, essayer des gels pas à coup de pack de 12, là. Ouais. Prends-en 3 différents de 1, là, puis va les tester. Pour savoir lequel te fit. Pour savoir lequel te fit. Tu as dû le tester, mais il y a des gens pour qui le sirop d'érable, c'est un no-go. Puis il y a des gens pour qui c'est la seule chose qui passe. Mm-hmm. On est vraiment tous différents dans notre capacité d'absorption. Puis souvent aussi, même, on est différents au niveau de la sensibilité qu'on a de certains aliments. Fait que c'est normal qu'on soit tous différents là-dedans. Fait que commence avec la poudre, tranquillement. Ouais, ça, c'est drôle, par contre. Ouais. Après ça, tu pousses un petit peu plus vers le gel, puis tu augmentes tranquillement, pas vite. Idéalement, si c'est ton premier triathlon, dépendamment de la longueur de l'effort que tu as à faire, tu n'es pas obligé de te rendre à 90 grammes à l'heure. Ouais, c'est ça. Tu vises pas 120 grammes là, direct au début. Ça va être pas mal plus bas que ça. Ouais. Puis le but, c'est de ne pas avoir d'inconfort, parce que le gauge entre je suis capable de rentrer le plus en plus de glucides versus l'inconfort que ça va te donner, ben l'inconfort, il diminue ta performance. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas juste une montée linéaire. Là. Fait que il faut que tu fasses le pour puis le contre de ça. Puis tranquillement, si tu t'habitues, tu vas être de plus en plus capable d'en intégrer. Ouais. Puis en parlant de ça, en fait, la deuxième question, c'est les carbs en sucre versus les carbs alimentaires. Fait que, exemple, de la poudre de carbs ou genre de la nutrition solide. Ouais. C'est quoi les différences à l'effort? Ça va être la complexité d'absorption. Justement, là, on fait comme la différence entre du sucre simple et du sucre alimentaire, mais au final, c'est plus
la vitesse d'absorption de ta source de glucides. Est-ce que c'est une source de glucides qui est simple ou une complexe? Fait que c'est un spectre là, de monosaccharides à disaccharides à polysaccharides qui sont justement différentes complexités en termes de glucides. Puis au final, plus il y a de la fibre aussi autour de... la fibre, c'est un glucide, là, mais plus il y a de la fibre dans l'aliment qui font partie de la quantité de glucides. Plus il y a un pourcentage de fibre élevé, plus c'est long complexe, plus c'est facile, long à digérer, exact. Même chose du reste de la matrice alimentaire. S'il y a de l'eau avec ça, si, par exemple, dans un fruit, si, par exemple, il y a des protéines aussi, il y en a dans les fruits et les légumes aussi, en petite quantité. Fait qu'il y a tout le temps ça à prendre en compte ça ralentit l'absorption du glucide. Puis la raison pourquoi on veut, entre guillemets, ralentir l'absorption du glucide. C'est ça, parce qu'il y a aussi des utilités à ralentir l'absorption du glucide. Exact. C'est d'avoir une énergie qui est plus constante. Une réaction à, on va dire, l'insuline ou à tout le melting pot hormonal qui va être moins en up and down puis qui permet de, justement, tranquillement absorber, fait que d'avoir une courbe qui va monter et descendre comme ça. Versus du sucre simple, fait que par exemple, le classique Gatorade qui, lui, s'en cache pas, mais c'est du glucose directement. Puis... cette absorption-là va être très rapide, mais ça peut être extrêmement utile parce qu'il y a des fois où on ne veut pas prendre le temps de digérer tout ça, on veut quelque chose d'instantané. Fait que pour moi, il n'y a pas de mauvais ou de bon là, dans les deux types de glucides, c'est juste des utilités différentes. Ouais. Puis, par exemple, pour un effort reprenons notre ami triathlète, un effort de demi-distance qui dure maximum 5 heures, par exemple, si tu es mais admettons que tu réussis à entraîner ton système digestif pour être à 120 grammes de glucides à l'heure, que tu peux le prendre en continu, bien là, tu peux juste prendre des sucres à absorption rapide parce que tu les prends en continu. Exact. Mais j'imagine qu'il y a un breaking point où est-ce qu'à amener, il faut que tu intègres. Là, on tombe dans l'ultra, on tombe dans le Ironman. Il faut que tu intègres du solide, des vrais aliments pour une... C'est quoi ce breaking point-là? Est-ce qu'on le sait plus ou moins ou quelqu'un qui serait capable, par exemple, de prendre 120 grammes liquide constamment pendant 9 heures pourrait faire ça? Il va techniquement... Ça se peut qu'il chimou le lendemain, par exemple. Ça. Il n'y aura pas beaucoup de fibres. Puis en fait, le vrai enjeu, là, c'est plus au côté psychologique de je suis capable de le faire passer ou je suis en train d'avoir un gag reflex de je suis complètement tanné de cette texture-là, cette saveur-là. C'est pour ça que souvent, on peut aller chercher des aliments solides. C'est pas parce qu'on veut de la fibre nécessairement, t'sais. C'est plus parce qu'on veut changer le goût, on veut changer la texture. Puis, souvent, à un effort de très, très longue durée, comme en ultra, justement, ben, t'as la capacité de digérer là, quand même dans cette période-là. Fait qu'on peut se le permettre. Puis même que des fois, c'est bon d'avoir... L'effort est plus bas aussi, même si vraiment intense et long. Il reste plus bas qu'un effort threshold pendant un demi-marathon. Exact. Fait que en ayant justement un effort qui est comme plus... c'est pas un effort le mot, là, c'est une intensité diminuée. Là. Mais tu vas être capable de digérer puis d'intégrer plus. Puis ça va te permettre aussi des fois d'avoir plus de calories, puis d'être moins... de rentrer même des lipides, puis des choses comme ça. Fait que ça te permet sur le long terme probablement de mieux te sentir. Là. Mm-hmm. Fait que c'est des bonnes réponses. Puis c'est à prendre... selon la situation, dans le fond, là, carrément. C'est beaucoup ça. Puis, tu sais, même en ultra, puis en course, en triathlon, etc., c'est bon là, d'aller voir, se faire sa propre idée, puis de faire ses propres tests. Puis des fois, de genre, justement, ça peut être encadré ou pas, mais de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi là, en termes de quantité, de suppléments. Tu en as reçu plein des athlètes ici. Il n'y en a pas un qui a la même stratégie de nutrition. C'est vraiment pas un blueprint que tout le monde utilise. Là. Chacun a sa propre truc. Puis, tu sais, probablement qu'il y en a plusieurs qui ont optimisé certaines choses. Là. Je dis pas qu'ils sont tous parfaits, mais reste que le blueprint parfait pour toi, il est pas le même pour moi, puis il est pas le même pour tous les autres athlètes que tu as reçus. Exact. Une question qui est revenue quand même souvent, c'est autour des suppléments. Oui. Parce que je sais pas par où prendre cette question-là, mais les suppléments... ont une mauvaise réputation. C'est un mot qui peut peut-être faire peur pour plusieurs raisons. Mm-hmm. Puis j'imagine aussi, parce qu'évidemment qu'il y a une industrie. Moi-même, le Upika Podcast, je fais partie de l'industrie des suppléments. J'ose croire que mes suppléments sont efficaces et servent à quelque chose. Les gens qui ont pris du Upika pourront en témoigner, parce que au-delà du ressenti, il n'y a pas grand... Il n'y a pas...
c'est dur de savoir si ta créatine, elle te donne de quoi, mettons. Exact, là, ouais. Fait que la question, en fait, c'est juste les suppléments, point d'interrogation, mais il lance une coupe de suppléments, zinc, magnésium, glutamine, collagène, bêta-alanine, j'imagine. Ouais, alanine. Hey, en passant, parlant de mal prononcer les suppléments, ça aurait été malade que ton Carb Boost... Carbo Boost. Man, c'est drôle que tu dises ça parce que Doom m'a fait la même joke hier. Puis le pire, c'est que quand on faisait les graphiques, j'avais écrit Carbo Boost jusqu'à temps qu'on arrive chez mon beau-frère, puis que je présente les plans, tous les designs, puis qu'ils me disent je pense qu'il faudrait enlever le O. Puis là, parallèlement à ça, on a vu la conversation ensemble que pourquoi tu dis Carbo Load? Puis j'ai fait OK, man, on va arrêter le O, ça va être Carb Boost, mais ça l'a passé à ça de s'appeler Carbo Boost. Trippé. Ça aurait été parfait. Puis en plus, finalement, on se demandait pourquoi tu disais ça. Puis c'est une rêve de The Office. C'est une référence à The Office, ouais. C'est encore plus iconique, ça. Là, il m'a dit, t'aurais dû appeler ça Carbo Boost puis faire une saveur fettuccine Alfredo. Oh, wow. mais ouais, fait que... Supplément en général. C'est des suppléments en général, tu sais. Je pense que la question que j'aimerais te poser... puis après ça, on pourra tomber plus dans les spécifiques de ceux que le gars me demande. Mais c'est quoi, toi... que tu penses, et pas que tu penses nécessairement, mais que la science démontre et que tu peux recommander pour les athlètes d'endurance qui écoutent le podcast. Puis CrossFit, ça rentre là-dedans. À mon avis, à moi, CrossFit, c'est un sport d'endurance. Là. 100%. C'est 100% un sport d'endurance. Souvent, on parle de 5 piliers. Mettons ceux qui ont la plus grande démonstration en littérature scientifique. Là, je dis 5, c'est peut-être 6, c'est peut-être 4. Là, ça dépend de comment tu le vois. Là, mais en tout cas, il n'y aura pas de chicane avec ça. La poudre de protéines étant le premier. Ouais. On s'entend, là, je ne ferai pas l'explication complète peut-être. Là, mais on va y revenir de toute façon, la poudre de protéines. La poudre de protéines, bien démontré. Même que selon Santé Canada, c'est un aliment. Là, c'est même pas un supplément. Si moi, demain, je voulais faire une poudre de protéines, j'ai pas besoin de numéro de produit naturel. Ça rentre dans le food. Fait que tu peux le faire demain. Les poudres glucidiques, le glucide intra-entraînement, ça, on en a parlé beaucoup aussi. Après ça, tu as la caféine, qu'on a aussi déjà parlé sur le podcast. Retarde la perception de la fatigue, augmente la capacité cognitive et physique environ 30 à 45 minutes après. Ensuite de ça, le quatrième, c'est la bêta-alanine, qui est un petit peu moins connue que les autres, mais justement des effets vraiment forts, démontrés comme effet tampon sur... souvent, l'effet classique qu'on dit, là, c'est retarder l'effet de l'acide lactique. Ouais. C'est comme ça vient clairer un petit peu la fatigue. Là, c'est comme ça qu'on l'explique le mieux, mais c'est un effet de loading, un peu comme la créatine, donc pas dépendant du timing que tu vas le prendre. Tu prends ça 3 semaines avant ton épreuve, ta jauge de bêta-alanine dans ton corps va être comme à son maximum, puis quand tu es à son maximum, qui est saturé, ben, tu vas avoir un effet positif sur ce que je viens d'expliquer. Ça, très bien démontré aussi, malgré qu'il soit moins utilisé. Ensuite de ça, la créatine. Chez les sports d'endurance, c'est au niveau de la récupération que ça va être le plus intéressant. Sinon, dans les sports comme le CrossFit ou les sports mixtes de force, ben, c'est l'effet principal, le plus démontré, c'est une augmentation de la force maximale. Ouais. Un gain des reps max. Là, ouais. Exact. Sur le long terme, parce que ça c'est à chaque jour, tu en prends 5 grammes. C'est la même affaire que la bêta-alanine, c'est pas dépendant du timing. Ça, c'est full important aussi. Tu sais, la caféine, c'est dépendant du timing. Glucides aussi. Tu le prends, tu le ressens. Les glucides aussi. Protéines aussi, quand même. Mais en fait, ouais, peut-être c'est débattable. Mais au niveau de la bêta-alanine puis de la créatine, ça, c'est indépendant du timing. Fait que tu peux le prendre. Techniquement, tu pourrais prendre ta bêta-alanine le matin, mais il y a un effet secondaire de picotement là, que les gens connaissent bien de la bêta-alanine. On s'entend que c'est plus fun de l'avoir quand tu es à l'effort, là, fait que probablement que tu le colles pour ça. Mais la créatine, ça peut être pris n'importe quand. Tant que c'est pris de façon régulière. Si tu la prends de façon irrégulière, ta petite jauge de créatinine sanguine ne sera jamais pleine. Ouais. Fait qu'au final, tu n'as pas les effets escomptés maximales, en fait. Fait que créatine, caféine, protéines, glucides. Ça fait 5, je pense. C'est les 5. Ton micro. Je suis un petit peu loin. Ouais. C'est les 5 qu'on recommande le plus souvent. Après ça, en termes de suppléments comme plus classiques, il y a prébiotiques, probiotiques, vitamine D. Prébiotiques, c'est justement, mettons pré- et probiotiques, là, ça va aider justement à la santé gastro-intestinale chez les gens qui ont quelque chose, qui ont
plus de difficulté à absorber les glucides ou ces choses-là, on va essayer de travailler un petit peu la flore intestinale. Puis ça a besoin d'être supplémenté parce que c'est pas complètement dans l'alimentation. Si tu as une alimentation diversifiée, j'imagine que les pré et probiotiques, tu les as déjà. Les prés. Parce que dans le fond, les prés, c'est comme si ton microbiote, qui est le petit jardin de fleurs que tu as dans ton côlon, du sens, mettons, qui est par rapport à la gravité perpendiculaire. Oui, c'est ça. Les prés, c'est comme de l'engrais à des bonnes fleurs. Okay? Fait que des fleurs qui vont te permettre de mieux digérer certains saccharides ou plein d'autres molécules. Fait que tu nourris des bonnes fleurs que tu as déjà. Ouais. Les probiotiques, c'est des fleurs, des fausses fleurs, mais qui font le même effet là, que des vraies fleurs, mais qu'à tous les jours vont se faire flusher pour les raisons qu'on connaît. Ouais. Fait que ça, tu dois le prendre vraiment tous les jours de façon supplémentée. Ça n'existe pas des probiotiques de façon normale, c'est vraiment des bactéries en fait. Tu peux juste les développer en justement modifiant ton alimentation avec beaucoup de prébiotiques qu'on retrouve dans les fruits et les légumes en général. Puis on parle tout le temps de plein de suppléments XY, de plein d'affaires, mais on retourne tout le temps aux bons vieux fruits et légumes, puis la démonstration dans la littérature qui est beaucoup plus forte que tous les suppléments dans lesquels on parle, c'est souvent eux autres les grands gagnants. Là. Fait que oui, prébiotiques, là, avant d'avoir besoin d'un supplément, on va vraiment encourager à avoir une alimentation très riche en fruits et légumes. Qu'est-ce que ça dit pour glutamine? On le voit passer souvent. Glutamine, il l'associe souvent à la santé immunitaire. Ces choses-là, c'est pas beaucoup backé par la science. Moi, souvent, ce que j'ai tendance à dire, c'est si ça fait longtemps que tu le prends puis qu'à chaque fois que tu arrêtes, tu vois une différence, good for you. C'est pas assez backé pour que tu le recommandes à tout le monde. Pour que toi, tu le recommandes à l'âge. Moi, je le recommande pas nécessairement. Je comprends. Collagène. Collagène, c'est quand même un sujet complexe. La littérature est très, genre... Mais c'est que j'ai l'impression... Puis, excuse-moi de jumper juste dans ce que tu allais dire là. Tu sais, parce que de la glutamine, mettons, moi, dans le Upica Récup, il y en a. Puis la raison pourquoi on en a mis, c'est parce que il y a... Puis les études, je les ai vues. Je suis pas un expert pour... lire les études puis savoir qu'est-ce qui est une étude ultra précise. Puis souvent, c'est des études de cas, mettons. Là. Exact, Mais ça facilitait aussi la synthèse des glucides dans les réserves de glycogène. Ce qui devenait intéressant pour la récupération d'un athlète d'endurance qui veut re-remplir ses réserves de glycogène à chaque jour. Ce que je voulais dire, je voulais pas juste pousser cette étude-là random pour parler de la glutamine dans le Upica Récup, mais le point que je voulais faire, c'est que j'ai l'impression que pour ces suppléments-là, c'est en train de se faire, les études là-dessus, tu sais, dans le sens où peut-être que c'est pas prouvé encore avec une étude randomisée à double aveugle que backée par la science à 100%. Mais on peut pas non plus dire que ça a été prouvé que ça marche pas puis que c'est de la merde. Là, non, c'est ça. Il y a des affaires que si... Parce que souvent, on voit ce langage-là autour de l'industrie du supplément qui, moi, me dérange, pas parce que je suis dans cette industrie-là, mais parce que je trouve que, OK, peut-être qu'il n'y a pas encore une étude at scale de 10 000 personnes qui... Tu comprends ce que je veux dire? Ah, 100%. Puis moi, c'est surtout le bémol que j'apporte quand... On défonce quelque chose qui n'est pas démontré encore. C'est aussi beaucoup au niveau de la différence génétique. T'sais, si j'ai pris un grand nombre de personnes, puis finalement, il y avait des non-répondants génétiquement, puis ça a annulé l'effet significatif, ben, c'est possible que finalement, la glutamine a un effet juste sur certains types de personnes ou certains types de génomes. Fait que, tu sais, c'est pour ça que la porte est ouverte. Il y a quand même certains suppléments qu'on a beaucoup fait de recherche, puis qu'on s'est rendu compte que c'était de la dompe. C'est pour ça qu'on est quand même capable d'en clencher une couple. Là, je comprends. Mais souvent, si finalement sont dans la littérature, c'est qu'il y a un intérêt quand même, fait qu'il y a probablement un contexte aussi qui permet l'utilisation de ces suppléments-là. T'sais, on ramasse vraiment beaucoup les EA, BCAA. Il y a un contexte là, au niveau justement, par exemple, tu feras un ultra-marathon, tu as besoin d'hydratation, les BCAA peuvent aider, blablabla. Fait que tu sais, on les défonce, mais finalement, il y a quand même un contexte où ça peut être intéressant. Ben, c'est la même chose avec le reste. La glutamine, le collagène, c'est une coupe de suppléments justement où que c'est pas assez fort. T'sais, si tu vas voir quelque chose qui va résumer la littérature, ben, overall, il conclut que parce que ça prend beaucoup là, avant qu'on recommande quelque chose de façon at large. Ça prend énormément de background scientifique. Fait que tu as raison de dire que si c'est pas... Mais reste que quand même, la conclusion,
c'est de dire que c'est pas recommandable à tout le monde nécessairement en le vendant puis en disant ça fait ça. C'est ça. Mais il y a des gens pour qui ils l'ont pris puis ça leur a fait ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Collagène, c'est un peu la même chose. C'est le même principe. Il y a des gens pour qui ça va le collagène du jour au lendemain. Marin, là, c'est ça. Du jour au lendemain, faire un effet sur leur douleur articulaire. Ça aussi, c'est pas backé fortement, même pas backé du tout, je dirais. Mais reste que tu augmentes les acides aminés qui composent la protéine du collagène. Tu les absorbes. Puis techniquement, si tu as plus d'acides aminés qui composent le collagène, il y a peut-être plus de chances que tu n'en manques pas pour en construire. Mm-hmm. Mais reste quand même que biochimiquement, tu dois défaire la protéine complète, la transformer en acide aminé, l'absorber. De toute façon, fait que c'est comme de feeder en certains types d'acides aminés pour être sûr de ne pas en manquer. Si la cause, c'est pas ça, tu n'auras pas d'effet nécessaire. Je comprends, c'est ça, je comprends. Mais c'est pas ça peut être à essayer. Je suis pas tant que ça. T'es pas tant que ça contre ces affaires-là. Exact. Ouais, je comprends. Le danger est minime, voire. Le danger est inexistant. C'est plus au niveau économique, puis marketing, exact, puis le faire croire le rêve. Puis tu sais, moi, ce que j'ai de la misère avec le collagène, c'est que les gens, quand ils ont mal aux genoux, là, ça peut venir vraiment dur sur la santé mentale en général. Puis t'es prêt à dépenser beaucoup pour des pilules magiques en te faisant dire que tu vas avoir moins mal. Puis là, je dis genoux, mais dos aussi, c'est un big issue. Puis là, mais en même temps, si tu le prends puis tu as moins mal... Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que si la personne est prête à l'essayer... C'est ton argent, t'es prêt à le mettre, t'as moins mal. Exact. Ouais. Mais c'est la promesse, moi. C'est genre de dire... Ouais, je comprends. Si tu prends ton truc de collagène, c'est sûr que tu n'auras plus mal. Ouais. On peut pas dire ça, tu sais. Ouais, je comprends. En même temps, ça se vend mal si je dis mon produit marche peut-être. Mon produit va peut-être faire un effet placebo pour vous. Ça serait la suite des choses. Là. Honest. Comment intégrer le jeûne intermittent dans le fond? Attends, tu veux-tu qu'on finisse les suppléments avant? Parce que je vais vouloir parler de vitamines, minéraux, etc. Vas-y. Les athletic greens, tous ces trucs-là. Ce que je veux comme partager comme information, c'est un peu l'effet de justement la supplémentation en vitamines et minéraux. Bon, je ne ferai pas un cours sur toutes les vitamines et minéraux, OK? Mais les vitamines et minéraux en général, on a des jauges, OK, qu'on veut atteindre. Fait que par exemple, moi, toi, selon notre poids, notre sexe, peu importe, on a des jauges différentes qu'on va vouloir atteindre pour être en santé, comme on dit, mais c'est aussi pour ne pas avoir l'effet délétère d'être en carence. Ouais. Okay? Fait que par exemple, j'ai ma jauge de vitamine A, E, K, B, C, tout le complexe B, etc. Même affaire pour mes minéraux. Si je mange assez de légumes et protéines variées, parce que si je te ferais un cours là-dessus, tu réaliserais que ça se trouve dans toutes les sources de protéines et les fruits et légumes. Ouais. Si j'en mange assez de façon variée, de façon quotidienne, ces jauges-là vont être pleines. Surtout comme athlète, on mange beaucoup. Tu manges assez pour remplir tout ça. Il y a très peu de chances, à moins d'avoir une alimentation très peu diversifiée, que tu les remplisses. Il n'y a pas d'avantage que tu les remplisses pas. Ouais. Il n'y a pas d'avantage à les sur-remplir. Ouais. Si, par exemple, je donne tout le temps l'exemple de la vitamine A parce que c'est le plus drôle, mais ça a un effet sur la vision. Okay? Fait que si j'étais en carence pendant longtemps, je commencerais à avoir flou, par exemple, ma vision serait atténuée. Mais de sursupplémenter en vitamine A, vision, tu vois pas à travers les murs. Là, okay? Ça l'augmente pas ta vision, ça l'évite l'effet délétère d'être en carence. C'est la même chose pour toutes les autres vitamines et minéraux en termes d'effet. On l'a étudié beaucoup, d'essayer de sursupplémenter certaines choses. Il y en a qui ont quelques effets, un peu comme on parlait tantôt, genre une étude parmi tant d'autres, mais des grosses méta-analyses de plusieurs centaines d'études qui mettent tout le temps le même résultat devant. Mais ça, il n'y en a pas sur la supplémentation de vitamines et minéraux. Ouais. Fait que c'est de vouloir proposer une béquille à quelqu'un quand on lui propose un supplément de multivitamines ou de greens, alors qu'on devrait l'aider à développer l'habitude alimentaire de cuisiner des légumes, manger des fruits, avoir plusieurs sources de protéines variées. Puis c'est dur à faire ça quand tu l'as pas déjà, fait que dans ton environnement familial, c'était pas casual, c'est dur à développer plus tu avances en âge, tu sais, fait que autant le faire jeune, puis de le faire justement dès que tu rentres dans un bureau nutritionniste versus te faire dire j'analyse que tu manges pas assez de fruits et légumes, tu devrais prendre une multi puis des greens. Mm-hmm. C'est pas la solution, là, c'est un plaster. Là. Fait qu'il y a ça au niveau justement de tout le marketing. Je comprends, mais voulant faire l'avocat du diable pour ça, puis c'est un peu le même principe avec n'importe quel supplément, à mon avis, à moi, mettons. Peut-être pas n'importe quel, là, mais du moins, mettons, je fais juste penser aux suppléments de protéines. Tu sais. Si t'es capable de manger assez de protéines dans ta vie
Tu es capable de le faire. Okay. Si tu manges bien, si tu planifies ton affaire, si tu cuisines de façon variée. Moi, je veux dire, je suis vegan. Je suis persuadé que je manque pas de protéines, puis j'en supplémente pas, là, tu sais. Puis j'ai l'impression que le shake de protéines, que le scoop de greens le matin, ça fait juste te mettre le baseline. Pour être sûr de ne pas en manquer, si tu veux pas te casser la tête pour ne pas en manquer, si c'est quelque chose que toi te dérange. Puis je comprends absolument ce que tu dis d'un point de vue de comportement alimentaire, de dire quelqu'un rentre chez vous, dit « Hey, moi, puis tu l'analyses, tu fais t'es en carence de ça, ça, ça. » Évidemment que la solution, c'est pas prends le supplément, c'est mange plus diversifié parce que tu vas être capable d'avoir tes vitamines dans tout. Mais en même temps, si tu as l'argent puis ça te tente juste de te dire « OK, moi, je pense plus à ça. Le matin, je mets un scoop d'Athletic Greens, je le shake un peu. » Puis je suis sûr d'avoir un baseline qui n'est pas dépassé. Tu souris puis tu ris. Fait que t'es sûrement pas la première personne qui te dit ça. Fait que qu'est-ce que tu dis à ça? Qu'est-ce que tu dis à ça? Non, mais c'est pas... Tu sais, c'est juste... Mais c'est même pas... Je souris pas parce que c'est mauvais, parce que, tu sais, j'allais apporter la nuance, justement, qu'il y a des... ça sert beaucoup à une clientèle à risque. Fait que les femmes enceintes, on veut s'assurer absolument qu'il manque de rien. Surtout, mettons, l'exemple classique, c'est l'acide folique. Tu veux t'assurer, là. Tu t'en sacs de combien ça coûte, tu t'en sacs de tout. Tu veux juste éviter complètement la carence. Fait que tu la supplémentes. Même chose pour quelqu'un qui est à l'hôpital. Ben, on s'en sac, là, de genre, justement, développer un bon comportement alimentaire, c'est une période dans une vie. Exact. Même affaire quand tu es, par exemple, dans un énorme camp d'entraînement, tu as de la misère à rentrer de la fibre, par exemple. Ce camp d'entraînement dure longtemps, ou même des épreuves d'ultra-endurance de plusieurs jours, là, comme tu as déjà reçu ici. Mais là, ça peut être intéressant aussi d'utiliser cette béquille-là. Mais au jour le jour, cette genre d'attitude-là de « Ah, mais je prends l'option, entre guillemets, facile de juste je vais me mettre à baseline, puis j'aurais besoin de manger du reste », le petit hic avec ça, c'est que tu n'as pas tout l'avantage. Non, je sais que tu continuerais de manger des fruits et des légumes. C'est pas ça, c'est ça, exact. Je comprends ce que tu dis. T'as quand même pas tout l'avantage du fruit et du légume, OK? Même s'il y a un supplément en fibres, même si, justement, t'as toutes les vitamines et minéraux, t'as même des pré- et probiotiques là-dedans, reste que la matrice alimentaire, fait que le fait de manger comme l'aliment avec des cellules puis de l'eau dedans puis tout ça, ça a un gros impact sur ta faim, sur ta satiété, ta gestion de la faim et de la satiété dans une journée. Fait que souvent, un athlète qui va comme prendre ces greens-là puis comme juste se clairer pour la journée va vraiment avoir moins, entre guillemets, pas l'obligation, mais l'envie de vouloir cuisiner des fruits puis des légumes. Ça va modifier ses proportions d'assiette aussi. Ça va augmenter d'autres choses vu qu'on mange moins de fruits puis de légumes. Il y a tout ça là, pour moi qui vient un petit peu mettre un bémol sur cette utilisation-là. Par contre, si c'est sachant très bien que c'est une béquille, ça s'utilise, là, comme je viens de le dire. Il y a des moments super faciles où ça peut être intéressant de l'utiliser. Ou même, tu sais, si par exemple, je sais pas moi, justement, tu commences à développer ton goût pour les fruits et les légumes pour en intégrer, ben, tu sais, clairement, ça peut être une phase adaptative, mais on dirait que j'essaierais pas de le vendre comme ça. Je comprends que toi, ce serait pas ça le messaging autour. Moi, mettons, tu sais, là, j'étais 2 mois en Espagne, puis je sais pas qu'est-ce que je vais avoir sous la main. Quand je suis ici, j'ai mon tofu, j'ai mon brocoli, j'ai mon chou-fleur, j'ai tous mes légumes, j'ai toutes mes affaires pour ma rotation habituelle. Là, je suis 2 mois en Espagne, je sais pas à quoi je vais avoir accès, je sais pas si je vais avoir accès à tous les légumes que je veux, je sais pas si je vais être capable de cuisiner comme je veux. Ben, je me suis acheté un pot de greens au début parce que je me suis dit, au moins, je vais couvrir le baseline. C'est pas faux de dire que ça couvre le baseline. Je comprends que tu veux pas trop pousser ça, mais c'est vrai quand même que ça couvre le baseline. En termes de ce qu'on parlait tantôt, c'est 100% vrai. Mais moi, c'est pas ça le X. C'est comment tu couvres ce baseline-là à tous les jours. Puis Athletic Greens, c'est le fait de s'abonner, tu sais. Ouais, c'est ça. Techniquement, si tu développes jamais l'habitude, ce qui n'est pas ton cas, là, mais si tu développes jamais l'habitude, puis tu sais, les gens qui décident d'acheter un greens, c'est pas, puis qui l'utilisent à tous les jours, puis qui en ont réellement comme besoin, c'est pas les gens qui cuisinent, c'est pas les gens qui vont à l'épicerie puis qui découvrent des nouveaux légumes. C'est pas les gens qui font attention à l'alimentation. C'est justement des gens qui ont une alimentation beaucoup plus up and down, ou des longs moments sans manger, des gros moments avec beaucoup. Fait que tu sais, souvent c'est comme les auditeurs du Pika Podcast qui font déjà attention à leur alimentation, probablement parce qu'ils mangent, parce qu'ils s'entraînent, ils en ont pas besoin au day-to-day. Exact, vraiment pas. Je comprends. Puis parlant d'Athletic Greens, parce que je sais qu'eux autres, ils ont des probiotiques dans leur greens. Tu parlais tantôt de la supplémentation en probiotiques qui est intéressante. Ça pas obligé de payer 100$ par mois. T'es pas obligé de payer 100$ par mois. Il y a des yogourts qui sont pas mal moins chers. Oui, par contre, il y a un bémol. Là, pour que vous ayez un effet, les probiotiques, ça prend genre
7 à 10 milliards, il ne faut vraiment pas me retenir là-dessus, là, mais environ dans ce range-là, il y a une quantité de bactéries que ça prend. Ouais. Sinon, ça n'a pas d'effet. Ça fait juste comme être flushé, ça passe. C'est comme tu veux que ça l'accroche dans la garnotte. Là. Ça en prend beaucoup. Fait que, il y a beaucoup de marketing aussi autour des probiotiques qui a été fait avec les yogourts, alors qu'il y en a plusieurs qui n'en ont pas assez dans les portions recommandées. Il faudrait comme t'en prendre plusieurs. Là, ça fait beaucoup, juste de plein d'autres affaires. Fait que là, t'es comme, semi. Fait que, moi, quand je commence à intégrer un pré-probiotique en supplémentation, c'est quelqu'un que justement, soit qui revient qui est malade ou qui a eu une opération quelconque qui fait qu'il y a genre justement plus de difficultés à absorber puis qu'il y a une flore intestinale qui va être un peu explosée, ou quelqu'un qui a justement, j'ai l'impression qu'il y a une flore intestinale semi, très peu de variété alimentaire, a beaucoup de la difficulté à tolérer les glucides en poudre, les gels, etc. Fait que on essaie d'aller un petit peu aider cette flore intestinale-là, mais moi, mettons, proche d'une compétition, il y a un effet aussi des pré-probiotiques sur la santé immunitaire, un microbiome. Là, c'est très, très, très complexe. Là. Je suis vraiment pas un chercheur là-dedans, mais c'est vraiment intéressant, la science là-dessus. Chez les athlètes, les microbiomes les plus performants, ça protège aussi de tomber malade. Moi, je le sais que j'aime ça, là, avoir un supplément de probiotiques de façon hyper régulière, facilement 3 mois. Faut le prendre pendant longtemps pour que ça ait un effet. Là, fait que facilement 3 mois avant une compétition, moi souvent je rentre en saison puis je le start pour essayer de réduire le nombre de fois que je vais tomber malade. Encore là, c'est très ponctuel puis probablement cas par cas là, comme effet, mais je me base là-dessus pour cette prise-là. Là. Ouais, je comprends. Mais ça nécessite pas le 100$ par mois d'Athletic Greens. Ça. Je comprends. J'ai le bémol avec ça aussi. Puis quand tu disais ça couvre mon baseline, là, tranquillement, j'ai pas plus besoin, là, mais j'en mange un petit peu moins, j'ai moins cette urgence-là, cette pensée-là. Il faut que tu restes abonné. Là. T'es obligé. Là, fait que... Ouais, je comprends ce que tu dis. Puis j'entends que tu arrives dans cette conversation-là avec ton background en habitudes alimentaires. Puis c'est tout à fait legit. Puis les végétariens font partie de la population à risque. T'sais. Les gens qui ont des justement, quand je parlais tantôt, femmes enceintes, tout ça, les athlètes de très haut volume font partie aussi de la population à risque. Il y a comme possibilité d'intégrer ça dans quelque chose de complet, s'il y a un suivi nutritionnel, tout ça. Fait que je suis pas... souvent, je les ramasse un petit peu, mais il y a beaucoup de nuances là, autour du truc, exact. Il y a beaucoup de nuances. Puis ce que les gens doivent garder en tête aussi, puisque même nous, on doit aussi garder en tête, c'est leur argent à eux. 100%. C'est leur argent à eux. Puis je veux dire, moi, je vois des pubs de Honda passer, man, à côté. Je m'achèterais pas une Honda demain si j'ai pas besoin d'une Honda, personnellement. 100%. Tu comprends? Fait que, ceci étant dit, je peux comprendre que c'est important d'avoir la conversation pour qu'au moins savoir pourquoi tu payes clairement, tu sais. Au-delà de juste la recommandation de la compagnie qui le vend. Puis je suis le premier à vendre des produits, là, tu sais. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui l'analysent, puis qui en parlent, puis qui voient le bénéfice, bénéfices, etc. Exact. Mais c'est du cas par cas beaucoup de ce que j'entends, là, tu sais. Ouais, beaucoup, puis en grande majorité... Inutile. Ouais. Exact. Sinon, juste pour rester un peu dans les suppléments, parce que ça me pop en tête, là... Les gens ont full de questions sur les suppléments. Ben oui. On a fait pour mes conférences récemment, ils ont fait des questionnaires chez le public pour voir c'est quoi qu'ils voulaient qu'on entende parler. Ouais. Moi, ma conférence de base n'était pas full axée là-dessus. 100% des questions. Les questions, 100%. Tout ce qui est pour dormir, là. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs prouvés? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est... Encore là, mettons, ce qu'on entend plus souvent parler, c'est magnésium. Ouais. Dans les vitamines et minéraux qui ont un effet sur le sommeil, c'est genre sur le système GABA là, qui te permet de te relaxer et te permet de t'endormir par la suite. Peu importe la science derrière, encore là, c'est comme pas montrer qu'une sursupplémentation, ça améliore le truc. C'est juste que tu as besoin du magnésium pour enclencher ce genre de système-là. Mais si tu prends ta pilule de magnésium le soir avant de te coucher, techniquement, ça te fera pas t'endormir plus. Non, puis tu vas le savoir, c'est pas un effet de même. Ouais. Au contraire, c'est un effet de jauge. Fait que c'est indépendant du timing, c'est sur du long. Ouais. La mélatonine, par exemple, ça a un effet direct. Puis ça, c'est un hot topic quand même, la mélatonine, parce que longtemps, on a pensé, puis plusieurs pensent encore qu'il y a un effet d'accoutumance. Que ça crée une addiction. Ouais. Ou du moins qu'à un moment donné, si tu la prends pas, tu t'endormiras pas, mettons. Ouais, mais même pas. C'est plus de dire... La première assumption, c'était de dire, si je le supplémente, mon corps qui normalement le produit va arrêter de le produire à cause que je le supplémente. Ça, on a découvert que c'était faux. Okay.
Ce qui est pas nécessairement faux, c'est plus psychologique l'effet, mais c'est d'associer le fait à prendre le supplément et le fait que je suis capable de dormir et quand je le prends pas, je suis incapable. Ça, au fil du temps, tu deviens comme accro à prendre la mélatonine, pas à cause de l'effet biochimique. L'échange du fait que, par exemple, le corps arrêterait d'en produire, le corps en produit encore, mais c'est comme si psychologiquement, si tu n'as pas cet effet-là un peu de coup de massue, ben là, tu seras plus capable de t'endormir, tu vas avoir de la misère à relaxer, à faire justement soit de la méditation, de la respiration contrôlée. Fait que c'est à ne pas nécessairement prendre à tous les jours puis à blaster non-stop. La mélatonine, ça peut être super utile. Là. Genre, je pense qu'il faut que ce soit popularisé parce que justement, il n'y a pas d'effet d'accoutumance. Ouais. Ça a un effet dépendant du timing, fait que c'est sur le moment. Par contre, ça a aussi des effets secondaires chez certaines personnes. Fait qu'il faut quand même que vous l'essayiez avant le jour J. Là. Mais moi, je l'utilise très souvent, la mélatonine. Là. Dès que je rentre en compétition, j'ai pas le goût de passer 15 minutes dans mon lit à genre penser au workout du lendemain puis à faire de la visualisation toute la nuit. Ben, j'utilise la mélatonine pour m'aider. Il y a des gens pour qui ça fait faire des cauchemars, des sueurs nocturnes. Il y en a qui se réveillent sloppy, comme si leur temps de demi-vie était allongé de la mélatonine. Moi, j'ai pas ça. Je l'ai testé en entraînement. J'ai pas du tout ça. Fait que je peux l'utiliser. Encore là, ça peut être intégré là, justement quand on est très stressé proche d'une compé pour s'aider à dormir, mais c'est pas à utiliser everyday. Ouais, c'est pas genre un daily thing. Là. Ouais, puis si tu as besoin de ça à tous les jours pour t'endormir, essaie de trouver c'est pourquoi que tu as de la misère à t'endormir. Clairement. Ouais. Cool. Je pense que ça fait le tour des suppléments. On verra s'il y a une autre question qui revient. Ouais. Le jeûne intermittent. Ouais. Comment intégrer un jeûne intermittent dans une préparation marathon? J'imagine que ça se passe dans n'importe quelle préparation ou dans n'importe quel entraînement de sport d'endurance. Est-ce que le jeûne intermittent, de 1, c'est quelque chose que toi, tu recommanderais? Est-ce qu'il y a des bénéfices que tu vois qui ont été prouvés de ça? On va parler de 2 choses, moi, je dis. Du jeûne intermittent puis de l'entraînement à jeûn. Ouais. Bonne différence. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'entraînement à jeûn aussi. Ouais, c'est populaire live. Il y a du monde dans des podcasts qui ont parlé de l'effet d'être fat adapted, qui est un vrai. On va commencer par ça. Le fait d'être adapté aux lipides. À utiliser les lipides comme source d'énergie, comme ça, dans une compétition, ça va prendre plus de temps avant que tu tombes dans tes réserves de glycogène. Exactement. Yes. J'ai vu une belle vidéo de la clinique du PEPS là-dessus. J'en ai parlé dans mon dernier podcast. Là. Non, c'est super. Fait que c'est vrai sur l'entraînement à jeûn. Ouais. Par contre, l'entraînement à jeûn, il faut peser les pour et les contre. Parce qu'il y a du contre aussi, même s'il y a du pour démontré. Bon, les contre, du pour. Le seul pour, c'est celui-là. Le seul pour, c'est celui-là, puis réduction des effets gastro-intestinaux à la course, parce que tabarnak, tu manges pas. Ouais, ça me fait rire, moi, quand je vois ça dans un blog, c'est genre, ben, obviously, là. Obviously, t'as pas envie de chier, là, c'est sûr. Fait que c'est ces 2 trucs-là, principalement. Il y en a qui listent, genre, augmentation de l'oxydation des gras. Ça, c'est complètement faux, mais mettons qu'on reste dans... C'est complètement faux ou c'est pas prouvé? Ouais, c'est pas prouvé, puis honnêtement, c'est complètement... Ça a été prouvé que c'était pas ça. C'est ça, exact. Fait complètement que c'est complètement faux. Mais, puis le contre de ça, parce que finalement, on verrait juste des bénéfices, c'est une réduction de la performance chez la majorité des athlètes qui vont le faire. Ouais. Surtout au niveau, puis là, je dis performance, mais c'est l'intensité à l'entraînement. Fait que le plus ton entraînement va te demander un haut niveau d'intensité, ben, le plus ça va être dommageable sur, mettons, la performance que tu vas pouvoir donner et donc l'adaptation par la suite. Fait que oui, tu deviens plus apte à utiliser tes lipides, mais tu sais, tu as des moins bons entraînements chaque fois que tu le fais. Techniquement, ce plus puis ce moins-là s'équivaut pas. Moins bonne récupération aussi. C'est après. Ça. Là, après ça, il y a autre chose que juste la performance. Ouais. La récupération après ça, le risque de blessure sur l'entraînement même, tout ça aussi vient jouer dans le moins. Mais déjà là, juste au niveau performance versus performance, quand on compare les deux, c'est néfaste. Il y a des gens qui vont beaucoup mieux tolérer l'entraînement à jeûn que d'autres. Fait qu'ils vont se rapprocher souvent d'une meilleure performance malgré qu'ils ne sont pas alimentés. Puis il y a des gens aussi que l'inconfort intestinal est tellement grand du fait de manger que finalement, ce rapport-là il est positif pour eux. Ben, c'est chez ces gens-là. C'est peut-être qu'ils ont mal entraîné leur système digestif aussi, si à ce point-là, c'est... explosé, etc. Mais reste que dans le court laps de temps de leur vie où ils n'ont aucun suivi en nutrition puis tout ça, puis que ça feel good, ben, c'est pas dommageable. Ouais. Au final, sache juste que tu es moins performant en ce moment. That's it. Mm-hmm. Puis ça, c'est en général avec le vouloir être fat adapted. J'ai ce débat-là des fois avec ma coach. Shout out, c'est à l'écoute, ça se peut que non, mais... tu sais, au CrossFit, c'est un thing aussi. Ça a été longtemps la mode de vouloir être fat adapted parce que sur un week-end complet
d'effort, ben, tu récupères jamais à ton maximum. Et souvent, mettons, aux mondiaux de CrossFit, c'est 4 jours, la 4e journée est très décisive. Les gens on s'en rend pas compte, mais les gens qui réussissent à finir dans le top 10, c'est les meilleurs à la fin. Performent à la fin. Fait que souvent, les gens, il y avait une mode de vouloir être fat adapted, mais selon moi, il y a aussi le fait de pratiquer à utiliser les glucides de façon plus efficacement de storer plus de glucides. Fait que, tu sais, oui, il y a un côté, tu l'utilises plus efficacement, tu retardes le moment que tu vas l'utiliser, mais il y a un autre type d'entraînement ou de type de nutrition pour l'entraînement qui va te permettre d'en storer plus. Fait que là, tu as une plus grosse tank ou tu as une plus petite tank puis tu l'utilises mieux. Mais finalement, faire cette adaptation-là est dangereuse au niveau de tes performances, au niveau... C'est pour ça que moi, au final, je le recommande jamais. Okay? Moi, c'est ça mon chemin de pensée. Mais pour certaines personnes, leur chemin de pensée s'arrête à ben moi, j'ai mis une plus petite tank puis l'utiliser plus efficacement versus la plus grosse tank. Si je soumets une alternative à ne jamais l'essayer, puis que je dis, mettons, 2 à 3 fois par semaine. Ben, je parle comme quelqu'un qui s'entraîne comme moi 15 heures par semaine. De façon ponctuelle. Mais mettons que je dis, OK, 2 fois par semaine, le matin, tu vas faire une activité vraiment intensité basse à jeun pour essayer d'un petit peu aller dans cette voie-là d'utiliser les lipides comme source d'énergie, mais de pas avoir de performance pour créer de l'adaptation ou ne pas créer cette adaptation-là, puis ne pas risquer de blessures et de mauvaise récupération. C'est-tu quelque chose qui se pourrait? Qui se pourrait, mais qui n'a pas été démontré comme étant efficace. C'est comme pas assez. Ce qui serait efficace, il faut que tu en fasses plus pour que tu fasses vraiment beaucoup. Je comprends. Il n'y a pas de demi-mesure d'être un petit peu mieux adapté à utiliser les lipides, c'est pas démontré. De ce que moi je sais, c'est non. Je comprends. Puis comme chercheur, moi je suis toujours prêt à avoir... Ouvert à qu'il y ait du monde dans les commentaires avec leur doctorat qui viennent montrer le... Mais à date, ce qui est lu et démontré et discuté, c'est que ça en prend plus. Là. Ça prend pas juste... Tu deviens pas fat adapted en faisant un entraînement à jeun ou en oubliant de déjeuner une fois par mois. Je comprends. Ça prend de la régularité, puis on s'entend que c'est complexe ce métabolisme-là pour justement switcher à une meilleure utilisation des lipides ou une utilisation plus rapide. Fait que tu sais, ça prend du temps, ça prend de l'adaptation. Selon moi, ça sera pas assez. Je comprends. Amenons ça à la deuxième sous-question qui était le jeûne intermittent. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de ça en sachant que s'entraîner à jeun n'est pas optimal? Fait que le jeûne intermittent, c'est-tu premièrement recommandable et deuxièmement possible de le faire dans un entraînement pour, là, spécifiquement à 10 marathons, ça veut dire un effort long qui nécessite beaucoup d'heures d'entraînement? Ouais. Dans la littérature, tous les effets sur le jeûne, mettons au niveau cognitif même, là, parce qu'il y en a qui le font pour ces effets-là, au niveau de l'oxydation des graisses, au niveau de, genre, name it, c'est mal démontré ou pas démontré du tout. Okay? Ça, c'est comme la base. À partir de ça, mais là, c'est de voir, OK, si je le fais, par exemple, parce que c'est l'équivalent de moins manger dans une journée, il y a beaucoup de gens qui vont faire ça pour ça, puis ça, dans la littérature, c'est été démontré comme étant équivalent. Donc, la seule raison pourquoi les gens perdent du poids en faisant le intermittent fasting ou le jeûne intermittent, c'est la même raison que pourquoi quelqu'un mangerait moins dans une journée. Ouais. Donc, c'est pas l'effet de l'oxydation, c'est pas rien, c'est juste moins de calories, etc. Mais moi, c'est le côté comportement alimentaire qui devient vraiment rentrer en compte. T'sais, au final, quand on attend très longtemps avant de manger, qu'on attend d'avoir extrêmement faim... La fille, elle parle de 16... Ou la fille, je sais pas c'est qui. C'est peut-être un gars 16-8, ouais. Classique. Fait que tu manges pas pendant 16 heures puis tu manges pendant 8 heures. Souvent, tu fais ça comme de 10 à 18 heures. C'est vraiment le plus classique. Ben, reste que tu attends extrêmement longtemps avant de manger, puis ça te fait faire des moins bons choix alimentaires à chaque fois. Puis tu sais, je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, là, ça, d'attendre vraiment trop longtemps avant de manger. Il y a quasiment une agressivité de genre, faut que je mange là. Je prends pas le temps de me cuisiner le repas parfait puis d'avoir la bonne source de protéines, la bonne source de légumes, la bonne source de glucides. Là. Fait que tu sais, il y a ce côté-là. Puis l'autre affaire, c'est que plus on attend longtemps avant de manger, plus c'est dur de manger selon nos besoins. C'est plus difficile de viser le bullseye avec notre arc à flèche. Fait qu'au final, on veut régulièrement honorer notre faim dans une journée pour facilement manger selon nos besoins. Ben, on veut pas attendre 16 heures avant de le faire. Ouais. Fait qu'il y a tout ce côté-là. Puis ça, c'est si on parlerait simplement d'un sportif amateur. C'est ça. Sportif de performance, là, il y a tout le côté diminution de la performance qui rentre en jeu.
même si tu me disais que tu étais un super bon athlète qui faisait le jeûne, ben moi, je te dirais que tu serais un meilleur athlète sans le faire. Exact. Mais je pense que je t'avais conté l'histoire de... Pour ne pas le nommer, là, une personnalité publique québécoise qui m'avait dit qu'elle avait fait son meilleur demi-marathon à jeun. Ouais, je pense après le podcast, après sans film. Peut-être, ouais. En tout cas, peu importe. Puis moi, mon argument, c'était tout le temps, peut-être que c'est ton meilleur demi-marathon que tu l'as fait à jeun. Ça veut pas dire que c'est le meilleur demi-marathon que tu aurais pu faire. Ouais, c'est sûr, c'est pas ça. OK, puis une sous-question. Hey man, genre, on va étirer le... À moins que tu aies quelque chose qui... Ben, j'ai un training, mais c'est pas moi-même. Parce que j'ai l'impression qu'on va faire ça, on va faire un two-parter. Ah, ben oui, let's go. Fait que on va doubler le temps parce que c'est vraiment intéressant. Puis on est encore à la première page sur 6. Là. Évidemment, il y a des questions qui se répètent. Il y en a qui vont... Non, mais ça m'intéresse. C'est moi qui te relance des questions. Comme là, je vais t'en relancer une par rapport au jeûne intermittent. Ouais. David Sinclair, qui est David Sinclair, sûrement, qui est un chercheur dans une université prestigieuse aux États-Unis, je crois que c'est Harvard, qui étudie la longévité. Ouais. Qui, lui, prône beaucoup pour ralentir la dégradation des cellules. Ouais. Premièrement, un déficit calorifique. Ça, c'est la première chose. Calorique, oui, OK, parfait. Déficit calorique, oui, c'est vrai, effectivement. Pas. C'est quoi une teneur? Calorifique, c'est pas un mot. Moi, ça me fait juste penser à calorifère. Un déficit calorique, mais surtout quand tu manges. Puis lui, le jeûne intermittent, c'est une des affaires principales qui prône pour la longévité. Puis quand je l'écoutais parler de ça, il est allé au podcast, si je ne me trompe pas, de Rich Roll pour parler de ça. Puis quand il parle de ça, il fait toujours la bémol en disant c'est pas des athlètes. C'est pas pour les athlètes. C'est impossible de faire ça en étant un athlète. Puis là, on arrive à une espèce de... On dirait une espèce de Y dans nos têtes d'athlètes de faire OK, là, en ce moment, ce que je fais présentement, c'est-à-dire, moi, en ce moment, là, je mange comme j'ai jamais mangé parce que je m'entraîne comme je me suis pratiquement jamais entraîné. Est-ce que je suis au détriment de ma santé? Est-ce que c'est au détriment de ma longévité et de ma santé? Quand ça, sous toute réserve, là, je suis loin d'être un expert, ça semble être quand même bien démontré que le jeûne intermittent puis les moments auxquels tu manges sont importants pour ralentir le processus de vieillissement. Je suis pas un expert en longévité, OK, mais comment je starterais cet argumentaire-là ou cette réflexion-là autour de ça? Ça serait de dire qu'il y a bien des choses qui sont associées à la longévité qui sont moins marketing que de parler du jeûne, OK? Ouais. Puis quand tu fais de la recherche sur le jeûne, c'est vraiment hot de sortir que c'est quelque chose qui est associé à ça, tu sais. Mm-hmm. Quand on regarde il y a beaucoup plus de... Vas-y. Il y a beaucoup plus de causes de mortalité que le vieillissement des cellules. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. C'est 100%. Ça. Puis l'autre argument après ça, c'est comme tout le monde s'entend pour dire que le VO2 max, c'est comme le truc qui va... plus associé. C'est beaucoup plus associé à la longévité. J'entends beaucoup ton argument. Puis, tu sais, comment avoir un bon VO2 max en ayant une activité physique régulière? Comment tu veux garder une activité physique régulière en l'alimentant? J'ai comme l'impression, puis là, tu sais, clairement, c'est juste une opinion, là, mais que cette genre de grande association-là ou le fantasme qu'on a autour du jeûne, c'est genre chez justement comme l'autre côté du spectre, tu sais. Quelqu'un qui aurait des vraiment... qui avait une vie très peu active, très peu dans le justement alimenter son entraînement, puis genre bouger, puis avoir du fun entre amis, puis tout ça, versus là, on intégrerait le fait de comme avoir un déficit calorique, tu sais, ben oui, probablement que sur du long terme, c'est associé un peu à une longévité XY chez ces gens-là, tu sais, mais au final, j'ai comme l'impression que surtout quand on fait des comparaisons de même, si la différence est significative, puis c'est plus ou moins 2 ans, mais tu sais, ça, c'est une différence significative en recherche. Plus souvent, on dit, est-ce que c'est significativement significatif? Est-ce que c'est significatif statistiquement? Est-ce que c'est significatif cliniquement, fait que dans la vraie vie et non juste statistiquement? Ouais. Puis des fois, on dit, ben non, là, tu sais, dans le sens que c'est pas assez grand ce gap-là de, on va dire, plus ou moins X années. Je sais, aucune idée c'est quoi, là, je lance l'idée, mais c'est de dire que ben c'est ça fait-tu vraiment la différence, ça, versus finalement de moins bouger, finalement. T'sais, est-ce que de plus bouger puis de moins faire le jeûne, tu te rends plus loin, tu sais? Ouais. Il y a comme ce long bémol-là, puis il y a tout aussi le côté du plaisir de manger puis de la longévité. C'est comme,
t'as-tu le goût vraiment de vivre, je sais pas moi, 110 ans malheureux? Ben, je dis pas que t'es malheureux quand tu fais le jeûne, mais avec des restrictions alimentaires, avec un contexte social qui devient super dur à appliquer au day-to-day que tu vas probablement pas respecter au day-to-day ou tout au long de ta vie. C'est comme de se faire à croire qu'on va toffer ça toute notre vie, alors que notre corps, il a été un peu fait. Ben, il a pas été un peu fait, mais notre société en ce moment, comment c'est fait, c'est le fun de manger, c'est le fun d'avoir du plaisir de manger de façon régulière. Ça fait partie des plaisirs de la vie. J'ai comme l'impression que c'est pas ça la solution là, à la longévité, là, de genre se restreindre pendant un certain nombre d'heures. Je comprends. C'est un peu un éditorial. Non, je comprends, mais ça fait du sens. Ça fait du sens, effectivement. Quantité de protéines pour gagner de la masse musculaire. Grammes par kilogramme. Ça, c'est parce que la personne veut le compter. Souvent, on se rend jusqu'à 2,2. OK, maintenant, avant, c'était vraiment moins que ça. Genre, on faisait une classification par sport d'endurance 0,8 à 1,2. Après ça, c'était comme 1,2 à 1,6, 1,6 à 2. Puis rarement, on voyait du plus que ça. De plus en plus, on le voit là, que en augmentant l'apport en protéines par rapport à ton poids, mais tu vas avoir plus facilement une construction de masse musculaire qui va être grande. Mais tu sais, c'est comme une upper limit qui est un peu trop floue pour juste se dire plus c'est mieux. Ouais. OK? Plus c'est mieux jusqu'à. Moi, dans ma tête, là, c'est jusqu'à 2,2. OK? Fait que, mettons, moi, c'est souvent, vu que c'est 2,2, la meilleure conversion, c'est en livres. Là. Fait que, par exemple, je pèserais 200 livres, ça serait 200 grammes de protéines. C'est 2,2 par livre? Non, par kilo. Ouais, fait que ça fait 1 par livre. OK, ça fait 1 par livre. OK, je comprends. C'est pour ça que la limite est simple comme ça. OK, je comprends. Fait que, tu prends ton poids en livres, tu l'accotes en protéines, t'es comme à la upper limit, puis probablement que si tu la dépasses, ça sera pas grave. Probablement qu'il y en a une partie qui est utilisée en néoglucogénèse, fait que transformée en glucides. Il y a plein d'affaires qui peuvent se faire avec de l'extra protéine, mais ça te sert un peu à rien. Puis souvent, nous autres, comme nutritionnistes, quand on va voir que la personne met trop l'emphase là-dessus ou s'alimente juste en protéines ou genre, tu sais, est super intense sur sa supplémentation, ben c'est comme... Ben, tu sais, ce shake-là, il te sert à rien. Là. Tel aliment de plus que tu mets en collation qui est super dense en protéines, genre ton lait au chocolat à 30 grammes, ben, une collation, ça peut être 10. Là. Fait que, tu sais, on peut relaxer à cette collation-là. Là. Fait que de tout le temps vouloir augmenter, c'est pas ça. Là. C'est pas plus, c'est mieux. Mais de plus en plus, on se rend compte que c'est pas grave de dépasser le fameux 1,8. Là. Ouais, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Il n'y aura pas de dommages. Pas de dommages aux reins. Même la chose pour les suppléments. Parce que ça, il y a du monde qui parlait de ça là, à peu près 15 ans. Là. C'est ça. Même récemment, les gens ont quand même peur de ça, mais notre rein, là, il est bien fait, puis il travaille fort, puis c'est un peu comme si je te disais, c'est un peu la même affaire pour les détox, là, c'est comme je te disais, prends ton souffle pendant 1 heure par jour, juste pour donner un break à tes poumons ou à ton cœur, ça marche pas de même. Tu vas mourir là, prendre ton souffle pendant 1 heure. Le but, c'est que quand il roule, quand il fonctionne, ben il est bien. Fait que c'est un peu la même chose avec la clarté des déchets et tout ça. C'est sûr que tu veux pas exagérer, là, on s'entend, mais reste que dans une consommation normale, il n'y aura rien qui va arriver. Là. Puis là, ça, c'était la question pour gagner de la masse. À moins d'avoir une condition... justement de comme j'ai une insuffisance rénale, là, on s'entend, là, je parle pas de ça. Là. Je comprends. C'est bon de mettre la... Ouais, parce que la personne qui est comme moi, là, j'ai une méga insuffisance rénale, je peux prendre de la créatine à côté. Je comprends. On va voir un nutritionniste. Puis c'est ça, là, la question, c'était pour gagner de la masse musculaire. Ouais. Puis je vais prendre mon exemple personnel. Moi, en ce moment, je veux pas gagner de la masse musculaire. Je veux que ma synthèse musculaire, ma réparation des tissus musculaires soit A+, mais je veux pas gagner de la masse musculaire. Là. Est-ce qu'il y a une différence puis une distinction à faire entre ces deux objectifs-là en termes de recommandations de quantité de protéines à consommer? Je dirais oui puis non, dans le sens que ça va être beaucoup relié avec ton entraînement. Si tu fais de l'entraînement en résistance, tu vas avoir bien plus de chances de créer beaucoup de déchirures musculaires, donc une plus grande quantité probablement de protéines nécessaires à sa récupération. Entraînement en résistance, on parle principalement au gym. Musculation, mais CrossFit, ça embarque beaucoup là-dedans. Dès que tu soulèves une charge externe avec un rythme X, c'est un entraînement en résistance. Puis ça, c'est beaucoup associé dans la littérature. Est-ce que une augmentation de la masse musculaire. Vélo, c'est ça? Non, c'est des contractions. Mais mettons, quand tu te dis, OK, man, il faut que tu wattes 425 watts pendant 15 secondes, c'est-tu ça? En grosse puissance? Ou pas assez?
c'est que c'est pas une charge externe. Moi, j'aurais pour me dire que probablement qu'on pourrait calculer c'est quoi que t'as poussé. Ça serait, on pourrait le transférer mais en pas charge, assez, clairement. Là. Non, je dirais pas assez. Puis c'est probablement que tu peux quand même construire un peu de masse musculaire avec un entraînement en endurance. Il y a plein de monde qui le font. Il suffit de voir les quads des gars qui font du cyclocross, c'est ça, 100%, là. mais ils font aussi beaucoup de muscu c'est ça, exact. dans le but d'augmenter leur c'est masse peut-être plus la musculaire muscu pour avoir plus de force. Ouais, je comprends. Fait que c'est la poule avant l'œuf. Ouais, c'est ça. Mais probablement qu'un peu quand même. Je pense pas que c'est tout noir, tout blanc. Là. Mais ça crée pas de la déchirure musculaire comme un entraînement en résistance peut le faire. Puis justement, ça nécessite peut-être une moins grande quantité de protéines, mais au final, moi, je pense que on ne devrait pas nécessairement compter nos quantités de protéines. Je pense que dans ton niveau de faim que tu vas avoir dans une journée, justement, si tu as des bonnes proportions d'assiettes puis des sources de protéines de façon très régulière dans ta journée, puis que tu manges à chaque fois à ta faim, tu vas en manger beaucoup de protéines. Si tu fais ça, tu en manges beaucoup. Fait que tu vas être good, là. Puis comme je disais tantôt, le range, il est assez vague pour que tu n'aies pas besoin. C'est pas nécessaire d'avoir un chiffre précis à chaque fois, c'est de pas en avoir pas assez le problème. Mm-hmm. Fait que si toi, tu récupères tout le temps bien avec ce que tu fais là, good. Si, mettons, tu commencerais à mal récupérer, puis tu aurais réduit ton apport en protéines, mettons, t'as enlevé 2 collations, ben là, puis tu les réintègres, puis tu te sens mieux, ou genre, justement, tu commences le triathlon, puis là, tu te sens comme semi, tu trouves que tu récupères mal, puis tu augmentes, puis tu te sens mieux, ben parfait, il t'en manquait probablement un petit peu, mais de faire du nutritionnisme, là, de tout vouloir aller dans la précision, c'est pas efficace, là. Ça représente probablement pas la réalité, peut-être. Mm-hmm. Je vais te poser une question, puis ça se peut que je la coupe. mais on parle de protéines. Ouais. Acides aminés, je sais que toi, les EAA, BCA, tu sembles être contre ça. Non, tu vois, tu couperas pas. OK, parfait. Parce que, comme je t'avais déjà dit, je pense la première fois que je suis arrivé ici, qu'on venait de développer le Upica Recup, puis qu'on venait de le lancer, pourquoi je mettais des acides aminés essentiels et non de la protéine dans mon Recup? C'était que je voulais que les gens aient l'impression de boire quelque chose de rafraîchissant, d'avoir de quoi qui n'est pas trop lourd, parce que les shakes de protéines, tu peux le mettre de comment tu veux, ça goûte le laiteux, c'est même la protéine de lait, là. C'est ça. Ou même la protéine de riz, c'est texturé, c'est pas bon quand t'arrives d'une course de 2 heures au gros soleil ou quand t'arrives d'un vélo d'1 heure et demie en dedans, que t'as sué tout, tu veux de quoi de rafraîchissant. Ce qu'on m'avait dit, c'était que les acides aminés essentiels, ça permettait de kickstart la synthèse musculaire puis la réparation musculaire. Et c'est pour ça que j'ai mis ça dans le produit. Puis évidemment, c'est pas moi qui fais mes formules, mais c'est pour ça qu'on m'avait recommandé de mettre ça dans le produit. Parle-moi des acides aminés essentiels, puis pourquoi t'es plus ou moins chaud à l'idée, puis dans quel contexte ça peut se prêter. Justement, dans ce contexte-là, je suis chaud à l'idée parce que c'est leur seule utilité. Ouais, moi, ce que je dénonce, c'est les BCAA puis les EAA pris durant l'entraînement, à l'effort, puis les gens qui achètent ça pour après ça prendre un shake de protéines après. Mm-hmm. Les gens n'utilisent pas les EAA en récupération post en ce moment ou les BCAA. Souvent, c'est pris dans le gym. Le branding, c'est marqué souvent à prendre pendant. Puis c'est complètement défoncé. Il n'y a rien qui back ça, à part, comme je disais tantôt... Dans des ultra. Ouais, exact. Puis au niveau de l'hydratation, même un petit peu sur du vraiment long. Mais justement, mettons qu'on fait un peu la cause des BCA pour rehausser les EAA. Les BCA, c'est 3 acides aminés qu'on a associés comme étant les démarreurs de la genre de chaîne de synthèse de masse musculaire. Okay? Vraiment de façon simple. Mais quand tu supplémentes en BCA, ben, on s'est rendu compte que ça faisait rien intra-entraînement, même si c'était ça le marketing. Mais en disant, genre, justement, tu vas kickstart pendant ton entraînement, tu vas comme partir ton char pendant ton entraînement pour qu'après ça, il soit chaud, tu sais. Mais c'est comme si je te donnais plein de clés de char, là, des clés de char, puis t'as même pas de char. T'as pas de char, ouais. Fait que tu pars à rien, là, tu startes fuck all. T'as besoin de tous les acides aminés essentiels pour former des protéines. Mm-hmm. Donc, l'avenue des EAA qui sont venus contrebalancer ça, mais qui continuaient, peut-être pas tous les compagnies de suppléments, mais qu'il y en a plusieurs qui continuaient à marketer ça comme étant du intra-training. C'est pas du intra-training, c'est l'équivalent de prendre la poudre de protéines, version déjà défait, donc à coup d'acides aminés comme entre guillemets prédigéré, on va dire, le pré-coupé.
Puis c'est ça qui fait que t'as pas l'effet laiteux, c'est ça qui fait que c'est plus vraiment une protéine laitière puis que c'est juste comme dans de l'eau, ça devient super rafraîchissant. C'est ça l'utilité du truc, tu sais. Puis il existe des recovery kits, là, que c'est des EAA avec justement des glucides, par exemple, qui te fait une genre de poudre que tu peux prendre post-entraînement. Ça, c'est super. C'est bien correct. C'est vraiment le principe de commencer à mettre ça du intra-training ou même dans le reste de ta journée. Ouais. Non, t'as peu, là, tu peux prendre juste tu peux le remplacer par de la poudre de protéines. Il faut être conscient que c'est probablement très proche d'être l'équivalent, du moins dans la littérature. Il y en a un qui est prédigéré, l'autre non, OK? Puis, au final, intra-training, ça sert à rien. Mm-hmm. Cool, je suis content de ta réponse. Puis, tu sais, quand tu me l'avais dit, c'était bien avant que tu le sortes. Ouais. Ben, moi, mon thinking, c'est que j'ai même pas tant. Je t'en ai pas parlé parce que je me disais, ah, ben, OK, le but, c'est que ça soit rafraîchissant. OK, facts, c'est clair que c'est ça l'utilité. Puis, c'est à ça que ça devrait servir. Ouais, exact. Puis, il y a quelque chose qui m'est venu pendant que tu parlais. Je vais essayer de le retrouver on the fly sans que ce soit trop long. En tout cas, je pourrais partir sur les électrolytes. Là, on dérape encore. Je l'ai, t'as peu. On va revenir les électrolytes. Il y a beaucoup de questions sur les électrolytes plus tard. Oui, je l'ai retrouvé, c'est ça. Parce que aussi, l'autre raisonnement des acides aminés essentiels, des EAA dans le récup, c'est que le produit, moi, je suis vegan. Puis dans les protéines véganes, c'est pas toutes les protéines véganes qui sont des protéines complètes. Fait que là, je trouvais que ça donnait aussi le bon profil des acides aminés essentiels que ton corps ne crée pas pour aller faire un beau loop sur toute ta nutrition complète, dans le fond. 100%, mais la complémentarité des différentes sources de protéines, quand les compagnies font des poudres végétales, sont obligés. Là, ils seraient vraiment, vraiment nuls de ne pas mettre un mélange. J'ai vu une coupe de poudre de protéines, c'est juste du riz, puis tu sais qu'il en manque une coupe dans les protéines de riz. Ça, pour moi, c'est des compagnies éclatées que j'aurais pas parlé de toute façon. Mais une compagnie qui se respecte, puis j'en connais plein qui font des poudres végétales, ils font une complémentarité, mettons pois chiches, citrouille, puis plein d'affaires, là, pour au final avoir tous ces acides aminés. Là, c'est techniquement l'équivalent. Il faut être honnête avec ça. C'est juste que ça goûte pas pareil. Là, je te le garantis. Là. Ouais, c'est ça. Cool. Fait que, on va couper tout de suite, puis on va repartir sur la partie 2. Fait que, écoutez, restez à l'affût pour la partie 2.